Pierre et Jean par Guy de Maupassant. Partie 3 du livre audio, chapitre 5. Mais le corps du docteur s'engourdit à peine, 1 heure ou 2, dans l'agitation d'un sommeil troublé. Quand il se réveilla, dans l'obscurité de sa chambre chaude et fermée, il ressentit, avant même que la pensée se fût rallumée en lui, cette oppression douloureuse, ce malaise de l'âme que laisse en nous le chagrin sur lequel on a dormi. Il semble que le malheur, dont le choc nous a seulement heurté la veille, se soit glissé, durant notre repos, dans notre chair elle-même, qu'il meurtrit et fatigue comme une fièvre. Brusquement le souvenir lui revint, et il s'assit dans son lit. Alors il recommença lentement, un à un, tous les raisonnements qui avaient torturé son cœur sur la jetée pendant que criaient les sirènes. Plus il songeait, moins il doutait. Il se sentait traîné par sa logique, comme par une main qui attire et étrangle vers l'intolérable certitude. Il avait soif, il avait chaud, son cœur battait. Il se leva pour ouvrir sa fenêtre et respirer, et, quand il fut debout, un bruit léger lui parvint à travers le mur. Jean dormait tranquille et ronflait doucement. Il dormait, lui. Il n'avait rien pressenti, rien deviné. Un homme qui avait connu leur mère lui laissait toute sa fortune. Il prenait l'argent, trouvant cela juste et naturel. Il dormait, riche et satisfait, sans savoir que son frère haletait de souffrance et de détresse. Et une colère se levait en lui contre ce ronfleur insouciant et content. La veille, il eût frappé contre sa porte, serait entré, et, assis près du lit, lui aurait dit dans l'effarement de son réveil subit « Jean, tu ne dois pas garder ce legs qui pourrait demain faire suspecter notre mère et la déshonorer. » Mais aujourd'hui, il ne pouvait plus parler. Il ne pouvait pas dire à Jean qu'il ne le croyait point le fils de leur père. Il fallait à présent garder, enterrer en lui cette honte découverte par lui, cacher à tous la tâche aperçue, et que personne ne devait découvrir, pas même son frère, surtout son frère. Il ne songeait plus guère maintenant au vain respect de l'opinion publique. Il aurait voulu que tout le monde accusât sa mère, pourvu qu'il la sût innocente, lui seul. Comment pourrait-il supporter de vivre près d'elle tous les jours et de croire, en la regardant, qu'elle avait enfanté son frère de la caresse d'un étranger ? Comme elle était calme et sereine, pourtant, comme elle paraissait sûre d'elle. Était-il possible qu'une femme comme elle, d'une âme pure et un cœur droit, pût tomber, entraînée par la passion, sans que, plus tard, rien n'apparût de ses remords, des souvenirs de sa conscience troublée ? Ah, les remords, les remords. Ils avaient dû, jadis, dans les premiers temps, la torturer. Puis, ils s'étaient effacés, comme tout s'efface. Certes, elle avait pleuré sa faute, et, peu à peu, l'avait presque oubliée. Est-ce que toutes les femmes, toutes, n'ont pas cette faculté d'oubli prodigieuse qui leur fait reconnaître à peine, après quelques années passées, l'homme à qui elles ont donné leur bouche et tout leur corps à baiser ? Le baiser frappe comme la foudre, l'amour passe comme un orage, puis la vie, de nouveau, se calme comme le ciel, et recommence ainsi qu'avant. Se souvient-on d'un nuage ? Pierre ne pouvait plus demeurer dans sa chambre. Cette maison, la maison de son père, l'écrasait. Il sentait peser le toit sur sa tête et les murs l'étouffer. Et comme il avait très soif, il alluma sa bougie afin d'aller boire un verre d'eau fraîche au filtre de la cuisine. Il descendit les 2 étages, puis, comme il remontait avec la carafe pleine, il s'assit en chemise sur une marche de l'escalier où circulait un courant d'air. Et il but, sans verre, par longues gorgées, comme un coureur essoufflé. Quand il eut cessé de remuer, le silence de cette maison l'émut. Puis, un à un, il en distingua les moindres bruits.
Ce fut d'abord l'horloge de la salle à manger, dont le battement lui paraissait grandir de seconde en seconde. Puis il entendit de nouveau un ronflement de vieux, court, pénible et dur, celui de son père, sans aucun doute. Et il fut crispé par cette idée, comme si elle venait seulement de jaillir en lui, que ces deux hommes qui ronflaient dans ce même logis, le père et le fils, n'étaient rien l'un à l'autre. Aucun lien, même le plus léger, ne les unissait, et ils ne le savaient pas. Ils se parlaient avec tendresse, ils s'embrassaient, se réjouissaient et s'attendrissaient ensemble des mêmes choses, comme si le même sang eût coulé dans leurs veines. Et deux personnes nées aux deux extrémités du monde ne pouvaient pas être plus étrangères l'une à l'autre que ce père et que ce fils. Ils croyaient s'aimer parce qu'un mensonge avait grandi entre eux. C'était un mensonge qui faisait cet amour paternel et cet amour filial, un mensonge impossible à dévoiler et que personne ne connaîtrait jamais que lui, le vrai fils. Pourtant, s'il se trompait, comment le savoir? Ah, si une ressemblance, même légère, pouvait exister entre son père et Jean, une de ces ressemblances mystérieuses qui vont de l'aïeul aux arrière-petits-fils, montrant que toute une race descend directement du même baiser. Il aurait fallu si peu de choses, à lui médecin, pour reconnaître cela, la forme de la mâchoire, la courbure du nez, l'écartement des yeux, la nature des dents ou des poils, moins encore un geste, une habitude, une manière d'être, un goût transmis, un signe quelconque bien caractéristique pour un œil exercé. Il cherchait et ne se rappelait rien. Non, rien. Mais il avait mal regardé, mal observé, n'ayant aucune raison pour découvrir ces imperceptibles indications. Il se leva pour rentrer dans sa chambre et se mit à monter l'escalier, à pas lents, songeant toujours. En passant devant la porte de son frère, il s'arrêta net, la main tendue pour l'ouvrir. Un désir impérieux venait de surgir en lui, de voir Jean tout de suite, de le regarder longuement, de le surprendre pendant le sommeil, pendant que la figure apaisée, que les traits détendus se reposent, que toute la grimace de la vie a disparu. Il saisirait ainsi le secret dormant de sa physionomie, et si quelque ressemblance existait, appréciable, elle ne lui échapperait pas. Mais si Jean s'éveillait, que dirait-il? Comment expliquer cette visite? Il demeurait debout, les doigts crispés sur la serrure, et cherchant une raison, un prétexte. Il se rappela tout à coup que, 8 jours plus tôt, il avait prêté à son frère une fiole de laudanum pour calmer une rage de dents. Il pouvait lui-même souffrir, cette nuit-là, et venir réclamer sa drogue. Donc il entra, mais d'un pied furtif, comme un voleur. Jean, la bouche entr'ouverte, dormait d'un sommeil animal et profond. Sa barbe et ses cheveux blonds faisaient une tache d'or sur le linge blanc. Il ne s'éveilla point, mais il cessa de ronfler. Pierre, penché vers lui, le contemplait d'un œil avide. Non, ce jeune homme-là ne ressemblait pas à Roland. Et, pour la seconde fois, s'éveilla dans son esprit le souvenir du petit portrait disparu de Maréchal. Il fallait qu'il le trouvât. En le voyant, peut-être, il ne douterait plus. Son frère remua, gêné sans doute par sa présence, ou par la lueur de sa bougie pénétrant ses paupières. Alors le docteur recula, sur la pointe des pieds, vers la porte, qu'il referma sans bruit. Puis il retourna dans sa chambre, mais il ne se coucha pas. Le jour fut lent à venir. Les heures sonnaient, l'une après l'autre, à la pendule de la salle à manger, dont le timbre avait un son profond et grave, comme si ce petit instrument d'horlogerie eût avalé une cloche de cathédrale. Elle montait, dans l'escalier vide, traversait les murs et les portes, allait mourir au fond des chambres, dans l'oreille inerte des dormeurs. Pierre s'était mis à marcher de long en large, de son lit à sa fenêtre. Qu'allait-il faire? Il se sentait trop bouleversé pour passer ce jour-là dans sa famille.
Il voulait encore rester seul, au moins jusqu'au lendemain, pour réfléchir, se calmer, se fortifier pour la vie de chaque jour qu'il lui faudrait reprendre. Eh bien, il irait à Trouville, voir grouiller la foule sur la plage. Cela le distrairait, changerait l'air de sa pensée, lui donnerait le temps de se préparer à l'horrible chose qu'il avait découverte. Dès que l'aurore parut, il fit sa toilette et s'habilla. Le brouillard s'était dissipé, il faisait beau, très beau. Comme le bateau de Trouville ne quittait le port qu'à 9 heures, le docteur songea qu'il lui faudrait embrasser sa mère avant de partir. Il attendit le moment où elle se levait tous les jours, puis il descendit. Son cœur battait si fort en touchant sa porte qu'il s'arrêta pour respirer. Sa main posée sur la serrure était molle et vibrante, presque incapable du léger effort de tourner le bouton pour entrer. Il frappa. La voix de sa mère demanda « Qui est-ce ?»« Moi, Pierre. »« Qu'est-ce que tu veux ?»« Te dire bonjour parce que je vais passer la journée à Trouville avec des amis. »« C'est que je suis encore au lit. »« Bon, alors ne te dérange pas, je t'embrasserai en rentrant ce soir. » Il espéra qu'il pourrait partir sans la voir, sans poser sur ses joues le baiser faux qui lui soulevait le cœur d'avance. Mais elle répondit « Un moment, je t'ouvre. Tu attendras que je me sois recouché. » Il entendit ses pieds nus sur le parquet, puis le bruit du verrou glissant. Elle cria « Entre !» Il entra. Elle était assise dans son lit, tandis qu'à son côté, Roland, un foulard sur la tête et tourné vers le mur, s'obstinait à dormir. Rien ne l'éveillait, tant qu'on ne l'avait pas secoué à lui arracher le bras. Les jours de pêche, c'était la bonne, sonnée à l'heure convenue par le matelot Papagris qui venait tirer son maître de cet invincible repos. Pierre, en allant vers elle, regardait sa mère, et il lui sembla tout à coup qu'il ne l'avait jamais vue. Elle lui tendit ses joues, il y mit 2 baisers, puis s'assit sur une chaise basse. « C'est hier soir que tu as décidé cette partie ?» dit-elle. « Oui, hier soir. »« Tu reviens pour dîner ?»« Je ne sais pas encore. En tout cas, ne m'attendez point. » Il l'examinait avec une curiosité stupéfaite. C'était sa mère, cette femme ? Toute cette figure, vue dès l'enfance, dès que son œil avait pu distinguer, ce sourire, cette voix si connue, si familière, lui paraissait brusquement nouveau et autre de ce qu'ils avaient été jusque-là pour lui. Il comprenait à présent que, l'aimant, il ne l'avait jamais regardée. C'était bien elle pourtant, et il n'ignorait rien des plus petits détails de son visage, mais ces petits détails, il les apercevait nettement pour la première fois. Son attention anxieuse, fouillant cette tête chérie, la lui révélait différente, avec une physionomie qu'il n'avait jamais découverte. Il se leva pour partir, puis, cédant soudain à l'invincible envie de savoir qui lui mordait le cœur depuis la veille, « Dis donc, j'ai cru me rappeler qu'il y avait autrefois, à Paris, un petit portrait de maréchal dans notre salon. » Elle hésita une seconde ou deux, ou du moins il se figura qu'elle hésitait. Puis elle dit « Mais oui. » « Et qu'est-ce qu'il est devenu, ce portrait ?» Elle aurait pu encore répondre plus vite. « Ce portrait, attends, je ne sais pas trop, peut-être que je l'ai dans mon secrétaire. » « Tu serais bien aimable de le retrouver. »« Oui, je chercherai. Pourquoi le veux-tu ? » ?»« Oh, ce n'est pas pour moi. J'ai songé qu'il serait tout naturel de le donner à Jean et que cela ferait plaisir à mon frère. »« Oui, tu as raison. C'est une bonne pensée. Je vais le chercher dès que je serai levé. » Et il sortit. C'était un jour bleu, sans un souffle d'air. Les gens dans la rue semblaient gais, les commerçants allant à leurs affaires, les employés allant à leur bureau, les jeunes filles allant à leur magasin. Quelques-uns chantonnaient, mis en joie par la clarté. Sur le bateau de Trouville,
les passagers montaient déjà. Pierre s'assit, tout à l'arrière, sur un banc de bois. Il se demandait, a-t-elle été inquiétée par ma question sur le portrait, ou seulement surprise? L'a-t-elle égaré ou caché? Sait-elle où il est, ou bien ne sait-elle pas? Si elle l'a caché, pourquoi? Et son esprit, suivant toujours la même marche, de déduction en déduction, conclut ceci. Le portrait d'ami, portrait d'amant, était resté dans le salon bien en vue, jusqu'au jour où la femme, ou la mère, s'était aperçue, la première, avant tout le monde, que ce portrait ressemblait à son fils. Sans doute, depuis longtemps, elle épiait cette ressemblance. Puis, l'ayant découverte, l'ayant vue naître et comprenant que chacun pourrait, un jour ou l'autre, l'apercevoir aussi, elle avait enlevé, un soir, la petite peinture redoutable et l'avait cachée, n'osant pas la détruire. Et Pierre se rappelait fort bien maintenant que cette miniature avait disparu longtemps, longtemps avant leur départ de Paris. Elle avait disparu, croyait-il, quand la barbe de Jean, se mettant à pousser, l'avait rendu tout à coup pareil au jeune homme blond qui souriait dans le cadre. Le mouvement du bateau qui partait troubla sa pensée et la dispersa. Alors, s'étant levé, il regarda la mer. Le petit paquebot sortit des jetées, tourna à gauche et, soufflant, haletant, frémissant, s'en alla vers la côte lointaine qu'on apercevait dans la brume matinale. De place en place, la voile rouge d'un lourd bateau de pêche, immobile sur la mer plate, avait l'air d'un gros rocher sortant de l'eau. Et la Seine descendant de Rouen semblait un large bras de mer séparant deux terres voisines. En moins d'une heure, on parvint au port de Trouville. Et comme c'était le moment du bain, Pierre se rendit sur la plage. De loin, elle avait l'air d'un long jardin plein de fleurs éclatantes. Sur la grande dune de sable jaune, depuis la jetée jusqu'aux roches noires, les ombrelles de toutes les couleurs, les chapeaux de toutes les formes, les toilettes de toutes les nuances, par groupes devant les cabines, par lignes le long du flot ou dispersées çà et là, ressemblaient vraiment à des bouquets énormes dans une prairie démesurée. Et le bruit confus, proche et lointain des voix égrenées dans l'air léger, les appels, les cris d'enfants qu'on baigne, les rires clairs des femmes, faisaient une rumeur continue et douce, mêlée à la brise insensible et qu'on aspirait avec elle. Pierre marchait au milieu de ces gens, plus perdu, plus séparé d'eux, plus isolé, plus noyé dans sa pensée torturante, que si on l'avait jeté à la mer du pont d'un navire, à 100 lieues au large. Il les frôlait, entendait, sans écouter, quelques phrases. Et il voyait, sans regarder, les hommes parler aux femmes et les femmes sourire aux hommes. Mais tout à coup, comme il s'éveillait, il les aperçut distinctement, et une haine surgit en lui contre eux, car il semblait heureux et content. Il allait maintenant, frôlant les groupes, tournant autour, saisi par des pensées nouvelles. Toutes ces toilettes multicolores qui couvraient le sable comme un bouquet, ces étoffes jolies, ces ombrelles voyantes, la grâce factice des tailles emprisonnées, toutes ces inventions ingénieuses de la mode, depuis la chaussure mignonne jusqu'au chapeau extravagant, la séduction du geste, de la voix et du sourire, la coquetterie enfin étalée sur cette plage, lui apparaissait soudain comme une immense floraison de la perversité féminine. Toutes ces femmes parées voulaient plaire, séduire et tenter quelqu'un. Elles s'étaient faites belles pour les hommes, pour tous les hommes, excepté pour l'époux qu'elles n'avaient plus besoin de conquérir. Elles s'étaient faites belles pour l'amant d'aujourd'hui et l'amant de demain, pour l'inconnu rencontré, remarqué, attendu peut-être. Et ces hommes, assis près d'elles, les yeux dans les yeux, parlant la bouche près de la bouche, les appelaient et les désiraient, les chassaient comme un gibier souple et fuyant, bien qu'il semblât si proche et si facile. Cette vaste plage n'était donc qu'une halle d'amour où les unes se vendaient, les autres se donnaient, celles-ci marchandaient leurs caresses et celles-là se promettaient seulement. Toutes ces femmes ne pensaient qu'à la même chose, offrir
et faire désirer leur chair déjà donnée, déjà vendue, déjà promise à d'autres hommes. Et il songea que sur la terre entière, c'était toujours la même chose. Sa mère avait fait comme les autres, voilà tout. Comme les autres? Non, il existait des exceptions, et beaucoup, beaucoup. Celles qu'il voyait autour de lui, des riches, des folles, des chercheuses d'amour, appartenaient en somme à la galanterie élégante et mondaine, ou même à la galanterie tarifée, car on ne rencontrait pas sur les plages piétinées par la légion des désœuvrés le peuple des honnêtes femmes enfermées dans la maison close. La mer montait, chassant peu à peu vers la ville les premières lignes des baigneurs. On voyait les groupes se lever vivement et fuir, en emportant leurs sièges, devant le flot jaune qui s'en venait frangé d'une petite dentelle d'écume. Les cabines roulantes, attelées d'un cheval, remontaient aussi, et sur les planches de la promenade qui bordent la plage d'un bout à l'autre, c'était maintenant une coulée continue, épaisse et lente, de foule élégante, formant deux courants contraires qui se coudoyaient et se mêlaient. Pierre, nerveux, exaspéré par ce frôlement, s'enfuit, s'enfonça dans la ville et s'arrêta pour déjeuner chez un simple marchand de vin à l'entrée des champs. Quand il eut pris son café, il s'étendit sur 2 chaises devant la porte et, comme il n'avait guère dormi cette nuit-là, il s'assoupit à l'ombre d'un tilleul. Après quelques heures de repos, s'étant secoué, il s'aperçut qu'il était temps de revenir pour reprendre le bateau, et il se mit en route, accablé par une courbature subite tombée sur lui pendant son assoupissement. Maintenant, il voulait rentrer. Il voulait savoir si sa mère avait retrouvé le portrait de Maréchal. En parlerait-elle la première, ou faudrait-il qu'il le demandât de nouveau? Certes, si elle attendait qu'on l'interrogeât encore, elle avait une raison secrète de ne point montrer ce portrait. Mais lorsqu'il fut rentré dans sa chambre, il hésita à descendre pour le dîner. Il souffrait trop. Son cœur soulevé n'avait pas encore eu le temps de s'apaiser. Il se décida pourtant, et il parut dans la salle à manger comme on se mettait à table. Un air de joie animait les visages. « Eh bien, dit Roland, ça avance-t-il, vos achats ? Moi, je ne veux rien voir avant que tout soit installé. » Sa femme répondit. « Mais oui, ça va. Seulement, il faut longtemps réfléchir pour ne pas commettre d'impair. La question du mobilier nous préoccupe beaucoup. » Elle avait passé la journée à visiter avec Jean des boutiques de tapissiers et des magasins d'ameublement. Elle voulait des étoffes riches, un peu pompeuses, pour frapper l'œil. Son fils, au contraire, désirait quelque chose de simple et de distingué. Alors, devant tous les échantillons proposés, ils avaient répété l'un et l'autre leurs arguments. Elle prétendait que le client, le plaideur, a besoin d'être impressionné, qu'il doit ressentir, en entrant dans le salon d'attente, l'émotion de la richesse. Jean, au contraire, désirant n'attirer que la clientèle élégante et opulente, voulait conquérir l'esprit des gens fins par son goût modeste et sûr. Et la discussion, qui avait duré toute la journée, reprit dès le potage. Roland n'avait pas d'opinion. Il répétait « Moi, je ne veux entendre parler de rien. J'irai voir quand ce sera fini. » Madame Roland fit appel au jugement de son fils aîné. « Voyons, toi, Pierre, qu'en penses-tu » Il avait les nerfs tellement surexcités qu'il eut envie de répondre par un juron. Il dit cependant, sur un ton sec, où vibrait son irritation, « Oh, moi, je suis tout à fait de l'avis de Jean. Je n'aime que la simplicité, qui est, quand il s'agit de goût, comparable à la droiture quand il s'agit de caractère. » Sa mère reprit. « Songe que nous habitons une ville de commerçants où le bon goût ne court pas les rues. » Pierre répondit. « Et qu'importe, est-ce une raison pour imiter les sots? Si mes compatriotes sont bêtes ou malhonnêtes, ai-je besoin de suivre leur exemple? Une femme ne commettra pas une faute pour cette raison que ses voisines ont des amants. » Jean se mit à rire. « Tu as des arguments par comparaison qui semblent pris dans les maximes d'un moraliste. » Pierre ne répliqua point. Sa mère et son frère recommencèrent à parler d'étoffes et de fauteuils. Il les regardait comme il avait regardé sa mère, le matin, avant de partir pour Trouville. Il les regardait en étranger qui observe
et il se croyait, en effet, entrer tout à coup dans une famille inconnue. Son père, surtout, étonnait son œil et sa pensée. Ce gros homme flasque, content et niais, c'était son père, à lui. Non, non, Jean ne lui ressemblait en rien. Sa famille. Depuis 2 jours, une main inconnue et malfaisante, la main d'un mort, avait arraché et cassé, un à un, tous les liens qui tenaient l'un à l'autre ces 4 êtres. C'était fini, c'était brisé. Plus de mère, car il ne pourrait plus la chérir, ne la pouvant vénérer avec ce respect absolu, tendre et pieux, dont a besoin le cœur des fils. Plus de frère, puisque ce frère était l'enfant d'un étranger. Il ne lui restait qu'un père, ce gros homme qu'il n'aimait pas, malgré lui. Et tout à coup, « Dis donc, maman, as-tu retrouvé ce portrait ?» Elle ouvrit des yeux surpris. « Quel portrait ?»« Le portrait de Maréchal. »« Non, c'est-à-dire, oui, je ne l'ai pas retrouvé, mais je crois savoir où il est. »« Quoi donc ?» demanda Roland. Pierre lui dit « Un petit portrait de Maréchal qui était autrefois dans notre salon à Paris. J'ai pensé que Jean serait content de le posséder. » Roland s'écria « mais oui, je m'en souviens parfaitement. Je l'ai même vu encore à la fin de l'autre semaine. Ta mère l'avait tiré de son secrétaire en rangeant ses papiers. C'était jeudi ou vendredi. Tu te rappelles bien, Louise ? J'étais en train de me raser quand tu l'as pris dans un tiroir et posé sur une chaise à côté de toi, avec un tas de lettres dont tu as brûlé la moitié. Hein ? Est-ce drôle que tu aies touché à ce portrait 2 ou 3 jours à peine avant l'héritage de Jean ? Si je croyais au pressentiment, je dirais que c'en est un. » Madame Roland répondit avec tranquillité. « Oui, je sais où il est. J'irai le chercher tout à l'heure. » Donc, elle avait menti. Elle avait menti en répondant, ce matin-là même, à son fils, qui lui demandait ce qu'était devenue cette miniature. « Je ne sais pas trop. Peut-être que je l'ai dans mon secrétaire. » Elle l'avait vu, touché, manié, contemplé quelques jours auparavant. Puis elle l'avait recaché dans le tiroir secret avec des lettres. Ses lettres à lui. Pierre regardait sa mère, qui avait menti. Il la regardait avec une colère exaspérée de fils trompé, volé dans son affection sacrée et avec une jalousie d'homme longtemps aveugle qui découvre enfin une trahison honteuse. S'il avait été le mari de cette femme, lui, son enfant, il l'aurait saisi par les poignets, par les épaules ou par les cheveux, et jeté à terre, frappé, meurtri, écrasé. Et il ne pouvait rien dire, rien faire, rien montrer, rien révéler. Il était son fils. Il n'avait rien à venger. Lui, on ne l'avait pas trompé. Mais oui, elle l'avait trompé dans sa tendresse, trompé dans son pieux respect. Elle se devait à lui irréprochable, comme se doivent toutes les mères à leurs enfants. Si la fureur dont il était soulevé arrivait presque à de la haine, c'est qu'il la sentait plus criminelle envers lui qu'envers son père lui-même. L'amour de l'homme et de la femme est un pacte volontaire où celui qui faiblit n'est coupable que de perfidie. Mais quand la femme est devenue mère, son devoir a grandi puisque la nature lui confie une race. Si elle succombe alors, elle est lâche, indigne et infâme. « C'est égal, » dit tout à coup Roland en allongeant ses jambes sous la table, comme il faisait chaque soir pour siroter son verre de cassis. « Ce n'est pas mauvais de vivre à rien faire quand on a une petite aisance. J'espère que Jean nous offrira des dîners extra maintenant. Ma foi, tant pis si j'attrape quelquefois mal à l'estomac. » Puis, se tournant vers sa femme, « Va donc chercher ce portrait, ma chatte, puisque tu as fini de manger. Ça me fera plaisir aussi de le revoir. » Elle se leva, prit une bougie et sortit. Puis, après une absence qui parut longue à Pierre, bien qu'elle n'eût pas duré 3 minutes, Madame Roland rentra, souriante, et tenant par l'anneau un cadre doré de forme ancienne. « Voilà, dit-elle, je l'ai retrouvé presque tout de suite. » Le docteur, le premier, avait tendu la main. Il reçut le portrait et, d'un peu loin, à bout de bras, l'examina. Puis, sentant bien que sa mère le regardait, il leva lentement les yeux sur son frère pour comparer.
Il faillit dire, emporté par sa violence, « Tiens, cela ressemble à Jean !» S'il n'osa pas prononcer ces redoutables paroles, il manifesta sa pensée par la façon dont il comparait la figure vivante à la figure peinte. Elles avaient, certes, des signes communs, la même barbe et le même front, mais rien d'assez précis pour permettre de déclarer « voilà le père et voilà le fils ». C'était plutôt un air de famille, une parenté de physionomie qu'anime le même sang. Or, ce qui fut pour Pierre plus décisif encore que cette allure des visages, c'est que sa mère s'était levée, avait tourné le dos et feignait d'enfermer, avec trop de lenteur, le sucre et le cassis dans un placard. Elle avait compris qu'il savait, ou du moins qu'il soupçonnait. « Passe-moi donc ça, » disait Roland. Pierre tendit la miniature et son père attira la bougie pour bien voir. Puis il murmura d'une voix attendrie. « Pauvre garçon, dire qu'il était comme ça quand nous l'avons connu. Cristi, comme ça va vite. Il était joli homme, tout de même, à cette époque. Et si plaisant de manière, n'est-ce pas, Louise ?» Comme sa femme ne répondait pas, il reprit. « Et quel caractère égal! Je ne lui ai jamais vu de mauvaise humeur. » Voilà, c'est fini. Il n'en reste plus rien. Que ce qu'il a laissé à Jean. Enfin, on pourra jurer que celui-là s'est montré bon ami et fidèle jusqu'au bout. Même en mourant, il ne nous a pas oubliés. Jean, à son tour, tendit le bras pour prendre le portrait. Il le contempla quelques instants, puis, avec regret, « Moi, je ne le reconnais pas du tout. Je ne me le rappelle qu'avec ses cheveux blancs. » Et il rendit la miniature à sa mère. Elle y jeta un regard rapide, vite détourné, qui semblait craintif. Puis de sa voix naturelle, « Cela t'appartient maintenant, mon Jeannot, puisque tu es son héritier. Nous le porterons dans ton nouvel appartement. » Et comme on entrait au salon, elle posa la miniature sur la cheminée près de la pendule où elle était autrefois. Roland bourrait sa pipe, Pierre et Jean allumèrent des cigarettes. Ils les fumaient ordinairement, l'un en marchant à travers la pièce, l'autre assis, enfoncé dans un fauteuil et les jambes croisées. Le père se mettait toujours à cheval sur une chaise et crachait de loin dans la cheminée. Madame Roland, sur un siège bas, près d'une petite table qui portait la lampe, brodait, tricotait ou marquait du linge. Elle commençait, ce soir-là, une tapisserie destinée à la chambre de Jean. C'était un travail difficile et compliqué, dont le début exigeait toute son attention. De temps en temps, cependant, son œil, qui comptait les points, se levait et allait, prompt et furtif, vers le petit portrait du mort appuyé contre la pendule. Et le docteur, qui traversait l'étroit salon en 4 ou 5 enjambées, les mains derrière le dos et la cigarette aux lèvres, rencontrait chaque fois le regard de sa mère. On eût dit qu'ils s'épiaient, qu'une lutte venait de se déclarer entre eux, et un malaise douloureux, un malaise insoutenable crispait le cœur de Pierre. Il se disait, torturé et satisfait pourtant, « Doit-elle souffrir en ce moment, si elle sait que je l'ai deviné ?» Et à chaque retour vers le foyer, il s'arrêtait quelques secondes à contempler le visage blond de Maréchal pour bien montrer qu'une idée fixe le hantait. Et ce petit portrait, moins grand qu'une main ouverte, semblait une personne vivante, méchante, redoutable, entrée soudain dans cette maison et dans cette famille. Tout à coup, la sonnette de la rue tinta. Madame Roland, toujours si calme, eut un sursaut qui révéla le trouble de ses nerfs au docteur. Puis elle dit « Ça doit être Madame Rosémilly » et son œil anxieux encore une fois se leva vers la cheminée. Pierre comprit, ou crut comprendre sa terreur et son angoisse. Le regard des femmes est perçant, leur esprit agile et leurs pensées soupçonneuses. Quand celle qui allait entrer apercevrait cette miniature inconnue, du premier coup, peut-être, elle découvrirait la ressemblance entre cette figure et celle de Jean. Alors, elle saurait et comprendrait tout. Il eut peur,
une peur brusque et horrible que cette honte fût dévoilée, et se retournant, comme la porte s'ouvrait, il prit la petite peinture et la glissa sous la pendule sans que son père et son frère l'eussent vue. Rencontrant de nouveau les yeux de sa mère, ils lui parurent changés, troubles et hagards. « Bonjour, disait madame Rosémilly, je viens boire avec vous une tasse de thé. » Mais pendant qu'on s'agitait autour d'elle, pour s'informer de sa santé, Pierre disparut par la porte restée ouverte. Quand on s'aperçut de son départ, on s'étonna. Jean, mécontent, à cause de la jeune veuve qu'il craignait blessée, murmurait « Quel ours !» Madame Roland répondit « Il ne faut pas lui en vouloir. Il est un peu malade aujourd'hui et fatigué d'ailleurs de sa promenade à Trouville. » « N'importe, reprit Roland, ce n'est pas une raison pour s'en aller comme un sauvage. » Madame Rosémilly voulut arranger les choses en affirmant « Mais non, il est parti à l'anglaise. On se sauve toujours ainsi, dans le monde, quand on s'en va de bonne heure. »« Oh, répondit Jean, dans le monde, c'est possible, mais on ne traite pas sa famille à l'anglaise, et mon frère ne fait que cela depuis quelque temps. » Chapitre 6. Rien ne survint chez les Roland pendant une semaine ou deux. Le père pêchait, Jean s'installait aidé de sa mère, Pierre, très sombre, ne paraissait plus qu'aux heures des repas. Son père lui ayant demandé un soir « Pourquoi diable nous fais-tu une figure d'enterrement ? Ça n'est pas d'aujourd'hui que je le remarque. » Le docteur répondit « C'est que je sens terriblement le poids de la vie. » Le bonhomme n'y comprit rien et, d'un air désolé, « Vraiment, c'est trop fort. Depuis que nous avons eu le bonheur de cet héritage, tout le monde semble malheureux. C'est comme s'il nous était arrivé un accident, comme si nous pleurions quelqu'un. »« Je pleure quelqu'un, en effet, » dit Pierre. « Toi ? Qui donc ? » ?»« Oh, quelqu'un que tu n'as pas connu, et que j'aimais trop. » Roland s'imagina qu'il s'agissait d'une amourette, d'une personne légère courtisée par son fils, et il demanda « Une femme, sans doute. »« Oui, une femme. »« Morte ? » ?»« Non, c'est Pie. Perdue. »« Ah !» Bien qu'il s'étonnait de cette confidence imprévue, faite devant sa femme, et du ton bizarre de son fils, le vieux n'insista point, car il estimait que ces choses-là ne regardent pas les tiers. Madame Roland semblait n'avoir point entendu, elle paraissait malade, étant très pâle. Plusieurs fois déjà son mari, surpris de la voir s'asseoir comme si elle tombait sur son siège, de l'entendre souffler comme si elle ne pouvait plus respirer, lui avait dit « Vraiment, Louise, tu as mauvaise mine. Tu te fatigues trop sans doute à installer Jean. Repose-toi un peu, sacristi. Il n'est pas pressé, le gaillard, puisqu'il est riche. » Elle remuait la tête sans répondre. Sa pâleur, ce jour-là, devint si grande que Roland, de nouveau, la remarqua. « Allons, dit-il, ça ne va pas du tout, ma pauvre vieille, il faut te soigner. » Puis, se tournant vers son fils, « Tu le vois bien, toi, qu'elle est souffrante, ta mère. L'as-tu examinée, au moins ?» Pierre répondit, « Non, je ne m'étais pas aperçu qu'elle ait eu quelque chose. » Alors Roland se fâcha. « Mais ça crève les yeux, nom d'un chien. À quoi ça te sert-il d'être docteur, alors, si tu ne t'aperçois même pas que ta mère est indisposée ? Mais regarde-la, tiens, regarde-la. Non, vrai, on pourrait crever, ce médecin-là ne s'en douterait pas. » Madame Roland s'était mise à halter, si blême que son mari s'écria. « Mais elle va se trouver mal. »« Non, ce n'est rien, ça va passer, ce n'est rien. » Pierre s'était approché, et, la regardant fixement, « Voyons, qu'est-ce que tu as ?» dit-il. Elle répétait, d'une voix basse, précipitée, « Mais rien, je t'assure, rien. » Roland était parti chercher du vinaigre. Il rentra, et tendant la bouteille à son fils, « Tiens, mais soulage-la donc, toi. As-tu tâté son cœur, au moins ?» Comme Pierre se penchait pour prendre son pouls, elle retira sa main d'un mouvement si brusque qu'elle heurta une chaise voisine. « Allons, dit-il d'une voix froide, laisse-toi soigner puisque tu es malade. » Alors elle souleva et lui tendit son bras.
Elle avait la peau brûlante, les battements du sang tumultueux et saccadés. Il murmura « En effet, c'est assez sérieux. Il faudra prendre des calmants. Je vais te faire une ordonnance. » Et, comme il écrivait, courbé sur son papier, un bruit léger de soupirs pressés, de suffocation, de souffles courts et retenus, le fit se retourner soudain. Elle pleurait, les deux mains sur la face. Roland, éperdu, demandait « Louise, Louise, qu'est-ce que tu as ? Mais qu'est-ce que tu as donc ?» Elle ne répondait pas et semblait déchirée par un chagrin horrible et profond. Son mari voulut prendre ses mains et les ôter de son visage. Elle résista, répétant « Non, non, non !» Il se tourna vers son fils. « Mais qu'est-ce qu'elle a ? Je ne l'ai jamais vue ainsi. »« Ce n'est rien, » dit Pierre. « Une petite crise de nerfs. » Et il lui semblait que son cœur, à lui, se soulageait à la voir ainsi torturée, que cette douleur allégeait son ressentiment, diminuait la dette d'opprobre de sa mère. Il la contemplait comme un juge satisfait de sa besogne. Mais, soudain, elle se leva, se jeta vers la porte, d'un élan si brusque qu'on ne put ni le prévoir, ni l'arrêter, et elle courut s'enfermer dans sa chambre. Roland et le docteur demeurèrent face à face. « Est-ce que tu y comprends quelque chose ?» dit l'un. « Oui, » répondit l'autre. « Cela vient d'un simple petit malaise nerveux qui se déclare souvent à l'âge de maman. Il est probable qu'elle aura encore beaucoup de crises comme celle-là. » Elle en eut d'autres, en effet, presque chaque jour, et que Pierre semblait provoquer d'une parole, comme s'il avait eu le secret de son mal étrange et inconnu. Il guettait sur sa figure les intermittences de repos et, avec des ruses de tortionnaire, réveillait par un seul mot la douleur un instant calmée. Et il souffrait autant qu'elle, lui. Il souffrait affreusement de ne plus l'aimer, de ne plus la respecter et de la torturer. Quand il avait bien avivé la plaie saignante, ouverte par lui dans ce cœur de femme et de mère, quand il sentait combien elle était misérable et désespérée, il s'en allait seul, par la ville, si tenaillé par les remords, si meurtri par la pitié, si désolé de l'avoir ainsi broyé sous son mépris de fils, qu'il avait envie de se jeter à la mer, de se noyer pour en finir. Oh, comme il aurait voulu pardonner, maintenant, mais il ne le pouvait point, étant incapable d'oublier. Si seulement il avait pu ne pas la faire souffrir, mais il ne le pouvait pas non plus, souffrant toujours lui-même. Il rentrait aux heures des repas, plein de résolutions attendries, puis, dès qu'il l'apercevait, dès qu'il voyait son œil, autrefois si droit et si franc, et fuyant à présent, craintif et perdu, il frappait malgré lui, ne pouvant garder la phrase perfide qui lui montait aux lèvres. L'infâme secret connu de seul l'aiguillonnait contre elle. C'était un venin qu'il portait à présent dans les veines et qui lui donnait des envies de mordre à la façon d'un chien enragé. Rien ne le gênait plus pour la déchirer sans cesse, car Jean habitait maintenant presque tout à fait son nouvel appartement et il revenait seulement pour dîner et pour coucher chaque soir dans sa famille. Il s'apercevait souvent des amertumes et des violences de son frère, qu'il attribuait à la jalousie. Il se promettait bien de le remettre à sa place et de lui donner une leçon un jour ou l'autre, car la vie de famille devenait fort pénible à la suite de ces scènes continuelles. Mais comme il vivait à part maintenant, il souffrait moins de ses brutalités, et son amour de la tranquillité le poussait à la patience. La fortune, d'ailleurs, l'avait grisé, et sa pensée ne s'arrêtait plus guère qu'aux choses ayant pour lui un intérêt direct. Il arrivait, l'esprit plein de petits soucis nouveaux, préoccupé de la coupe d'une jaquette, de la forme d'un chapeau de feutre, de la grandeur convenable pour des cartes de visite. Et il parlait avec persistance de tous les détails de sa maison, de planches posées dans le placard de sa chambre pour serrer le linge, de porte-manteaux installés dans le vestibule, de sonneries électriques disposées pour prévenir toute pénétration clandestine dans le logis. Il avait été décidé qu'à l'occasion de son installation, on ferait une partie de campagne à Saint-Jouin, et qu'on reviendrait prendre le thé chez lui après dîner.
Roland voulait aller par mer, mais la distance et l'incertitude où l'on était arrivé par cette voie, si le vent contraire soufflait, firent repousser son avis, et un break fut loué pour cette excursion. On partit vers 10 heures afin d'arriver pour le déjeuner. La grande route poudreuse se déployait à travers la campagne normande que les ondulations des plaines et les fermes entourées d'arbres font ressembler à un parc sans fin. Dans la voiture, emportée au trot lent de 2 gros chevaux, la famille, Roland, madame Rosémilly et le capitaine Beausire, se taisait, assourdis par le bruit des roues, et fermait les yeux dans un nuage de poussière. C'était l'époque des récoltes mûres. À côté des trèfles d'un vert sombre et des betteraves d'un vert cru, les blés jaunes éclairaient la campagne d'une lueur dorée et blonde. Ils semblaient avoir bu la lumière du soleil tombé sur eux. On commençait à moissonner par places, et dans les champs attaqués par les faux, on voyait les hommes se balancer en promenant au ras du sol leurs grandes lames en forme d'ailes. Après 2 heures de marche, le break prit un chemin à gauche, passa près d'un moulin à vent qui tournait, mélancolique épave grise, à moitié pourrie et condamnée, dernier survivant des vieux moulins, puis il entra dans une jolie cour et s'arrêta devant une maison coquette, auberge célèbre dans le pays. La patronne, qu'on appelle la belle Alphonsine, s'en vint, souriante, sur sa porte, et tendit la main aux 2 dames qui hésitaient devant le marchepied trop haut. Sous une tente, au bord de l'herbage ombragé de pommiers, des étrangers déjeunaient déjà, des Parisiens venus d'Étretat, et on entendait dans l'intérieur de la maison des voix, des rires et des bruits de vaisselle. On dut manger dans une chambre, toutes les salles étant pleines. Soudain, Roland aperçut contre la muraille des filets à salicoque. « Ah ah !» cria-t-il, « on pêche du bouquet, ici ?» ?»« Oui, » répondit Beausire, « c'est même l'endroit où on en prend le plus de toute la côte. »« Bigre, si nous y allions après déjeuner !» Il se trouvait justement que la marée était basse à 3 heures, et on décida que tout le monde passerait l'après-midi dans les rochers à chercher des salicoques. On mangea peu pour éviter l'afflux de sang à la tête quand on aurait les pieds dans l'eau. On voulait d'ailleurs se réserver pour le dîner, qui fut commandé magnifique et qui devait être prêt dès 6 heures quand on rentrerait. Roland ne se tenait pas d'impatience. Il voulait acheter les engins spéciaux employés pour cette pêche et qui ressemblent beaucoup à ceux dont on se sert pour attraper des papillons dans les prairies. On les nomme l'ânet. Ce sont de petites poches en filet attachées sur un cercle de bois au bout d'un long bâton. Alphonsine, souriant toujours, les lui prêta. Puis elle aida les 2 femmes à faire une toilette improvisée pour ne point mouiller leurs robes. Elle offrit des jupes, de gros bas de laine et des espadrilles. Les hommes ôtèrent leurs chaussettes et achetèrent chez le cordonnier du lieu des savates et des sabots. Puis on se mit en route, le l'ânet sur l'épaule et la hotte sur le dos. Madame Rosémilly, dans ce costume, était tout à fait gentille, d'une gentillesse imprévue, paysanne et hardie. La jupe prêtée par Alphonsine, coquettement relevée et fermée par un point de couture, afin de pouvoir courir et sauter sans peur dans les roches, montrait la cheville et le bas du mollet, un ferme mollet de petite femme souple et forte. La taille était libre pour laisser au mouvement leur aisance. Et elle avait trouvé, pour se couvrir la tête, un immense chapeau de jardinier en paille jaune, au bord démesuré, à qui une branche de tamaris, tenant un côté retroussé, donnait un air mousquetaire et crâne. Jean, depuis son héritage, se demandait tous les jours s'il l'épouserait ou non. Chaque fois qu'il la revoyait, il se sentait décidé à en faire sa femme. Puis, dès qu'il se trouvait seul, il songeait qu'en attendant, on a le temps de réfléchir. Elle était moins riche que lui maintenant, car elle ne possédait qu'1 douzaine de 1000 francs de revenus, mais en biens fonds, en fermes et en terrains dans le Havre, sur les bassins. Et cela, plus tard, pouvait valoir une grosse somme. La fortune était donc à peu près équivalente, et la jeune veuve assurément lui plaisait beaucoup. En la regardant marcher devant lui ce jour-là, il pensait « Allons, il faut que je me décide. Certes,
Je ne trouverai pas mieux. » Ils suivirent un petit vallon en pente, descendant du village vers la falaise. Et la falaise, au bout de ce vallon, dominait la mer de 80 mètres. Dans l'encadrement des côtes vertes, s'abaissant à droite et à gauche, un grand triangle d'eau, d'un bleu d'argent sous le soleil, apparaissait au loin, et une voile, à peine visible, avait l'air d'un insecte là-bas. Le ciel plein de lumière se mêlait tellement à l'eau qu'on ne distinguait point du tout où finissait l'un et où commençait l'autre. Et les deux femmes, qui précédaient les trois hommes, dessinaient sur cet horizon clair leur taille serrée dans leur corsage. Jean, l'œil allumé, regardait fuir devant lui la cheville mince, la jambe fine, la hanche souple et le grand chapeau provoquant de madame Rosémilly. Et cette fuite activait son désir, le poussait aux résolutions décisives que prennent brusquement les hésitants et les timides. L'air tiède où se mêlait, à l'odeur des côtes, des ajoncs, des trèfles et des herbes, la senteur marine des roches découvertes, l'animait encore en le grisant doucement, et il se décidait un peu plus à chaque pas, à chaque seconde, à chaque regard jeté sur la silhouette alerte de la jeune femme. Il se décidait à ne plus hésiter, à lui dire qu'il l'aimait et qu'il désirait l'épouser. La pêche lui servirait, facilitant leur tête-à-tête. Et ce serait, en outre, un joli cadre, un joli endroit pour parler d'amour, les pieds dans un bassin d'eau limpide, en regardant fuir, sous les varechs, les longues barbes des crevettes. Quand ils arrivèrent au bout du vallon, au bord de l'abîme, ils aperçurent un petit sentier qui descendait le long de la falaise, et sous eux, entre la mer et le pied de la montagne, à mi-côte à peu près, un surprenant chaos de rochers énormes, écroulés, renversés, entassés les uns sur les autres dans une espèce de plaine herbeuse et mouvementée qui courait à perte de vue vers le sud, formée par les éboulements anciens. Sur cette longue bande de broussailles et de gazons secoués, eût-on dit, par des sursauts de volcans, les rocs tombés semblaient les ruines d'une grande cité disparue qui regardait autrefois l'océan, dominée elle-même par la muraille blanche et sans fin de la falaise. « Ça, c'est beau, » dit en s'arrêtant madame Rosémilly. Jean l'avait rejointe, et, le cœur ému, lui offrait la main pour descendre l'étroit escalier taillé dans la roche. Ils partirent en avant, tandis que Beausire, se raidissant sur ses courtes jambes, tendait son bras replié à madame Roland, étourdie par le vide. Roland et Pierre venaient les derniers, et le docteur dut traîner son père, tellement troublé par le vertige qu'il se laissait glisser, de marche en marche, sur son derrière. Les jeunes gens qui dévalaient en tête allaient vite, et soudain ils aperçurent à côté d'un banc de bois qui marquait un repos vers le milieu de la valeuse, un filet d'eau claire, jaillissant d'un petit trou de la falaise. Il se répandait d'abord en un bassin grand comme une cuvette qu'il s'était creusé lui-même, puis tombant en cascade haute de 2 pieds à peine, il s'enfuyait à travers le sentier où avait poussé un tapis de cresson, puis disparaissait dans les ronces et les herbes, à travers la plaine soulevée où s'entassaient les éboulements. « Oh, que j'ai soif !» s'écria madame Rosémilly. « Mais comment boire ?» Elle essayait de recueillir dans le fond de sa main l'eau qui lui fuyait à travers les doigts. Jean eut une idée, mit une pierre dans le chemin, et elle s'agenouilla dessus afin de puiser à la source même avec ses lèvres qui se trouvaient ainsi à la même hauteur. Quand elle releva sa tête, couverte de gouttelettes brillantes semées par milliers sur la peau, sur les cheveux, sur les cils, sur le corsage, Jean, penché vers elle, murmura « Comme vous êtes jolie !» Elle répondit sur le ton qu'on prend pour gronder un enfant. « Voulez-vous bien vous taire ?» C'étaient les premières paroles un peu galantes qu'ils échangeaient. « Allons, » dit Jean fort troublé, « sauvons-nous avant qu'on nous rejoigne. » Il apercevait, en effet, tout près d'eux maintenant, le dos du capitaine Beausire, qui descendait à reculons afin de soutenir par les 2 mains madame Roland, et plus haut, plus loin,
Roland se laissait toujours glisser, calé sur son fond de culotte, en se traînant sur les pieds et sur les coudes avec une allure de tortue, tandis que Pierre le précédait en surveillant ses mouvements. Le sentier moins escarpé devenait une sorte de chemin en pente, contournant les blocs énormes tombés autrefois de la montagne. Madame Rosémilly et Jean se mirent à courir et furent bientôt sur le galet. Ils le traversèrent pour gagner les roches. Elle s'étendait en une longue et plate surface couverte d'herbes marines et où brillaient d'innombrables flaques d'eau. La mer basse était là-bas, très loin, derrière cette plaine gluante de varech, d'un vert luisant et noir. Jean releva son pantalon jusqu'au-dessus du mollet et ses manches jusqu'au coude, afin de se mouiller sans crainte. Puis il dit « En avant !» et sauta avec résolution dans la première mare rencontrée. Plus prudente, bien que décidée aussi à entrer dans l'eau tout à l'heure, la jeune femme tournait autour de l'étroit bassin, à pas craintifs, car elle glissait sur les plantes visqueuses. « Voyez-vous quelque chose ?» disait-elle. « Oui, je vois votre visage qui se reflète dans l'eau. »« Si vous ne voyez que cela, vous n'aurez pas une fameuse pêche. » Il murmura d'une voix tendre. « Oh, de toutes les pêches, c'est encore celle que je préférerais faire. » Elle riait. « Essayez donc, vous allez voir comme il passera à travers votre filet. »« Pourtant, si vous vouliez. »« Je veux vous voir prendre des salicoques, et rien de plus pour le moment. »« Vous êtes méchante. Allons plus loin. Il n'y a rien ici. » Et il lui offrit la main pour marcher sur les rochers gras. Elle s'appuyait un peu craintive. Et lui, tout à coup, se sentait envahi par l'amour, soulevé de désir, affamé d'elle, comme si le mal qui germait en lui avait attendu ce jour-là pour éclore. Ils arrivèrent bientôt auprès d'une crevasse plus profonde, où flottait sous l'eau frémissante et coulant vers la mer lointaine par une fissure invisible, des herbes longues, fines, bizarrement colorées, des chevelures roses et vertes qui semblaient nager. Madame Rosémilly s'écria « Tenez, tenez, j'en vois une grosse, une très grosse, là-bas !» Il l'aperçut à son tour et descendit dans le trou résolument, bien qu'il se mouillât jusqu'à la ceinture. Mais la bête, remuant ses longues moustaches, reculait doucement devant le filet. Jean la poussait vers les varechs, sûr de l'y prendre. Quand elle se sentit bloquée, elle glissa d'un brusque élan par-dessus le lanet, traversa la mare et disparut. La jeune femme qui regardait, toute palpitante, cette chasse, ne put retenir ce cri. « Oh, maladroit !» Il fut vexé, et d'un mouvement irréfléchi, traîna son filet dans un fond plein d'herbe. En le ramenant à la surface de l'eau, il vit dedans 3 grosses salicoques transparentes, cueillies à l'aveuglette dans leur cachette invisible. Il les présenta, triomphant, à Madame Rosémilly, qui n'osait point les prendre par peur de la pointe aiguë et dentelée dont leur tête fine est armée. Elle s'y décida pourtant, et pinça entre 2 doigts le bout effilé de leur barbe. Elle les mit, l'une après l'autre, dans sa hotte, avec un peu de varech qui les conserverait vivantes. Puis, ayant trouvé une flaque d'eau moins creuse, elle y entra, à pas hésitants, un peu suffoquée par le froid qui lui saisissait les pieds, et elle se mit à pêcher elle-même. Elle était adroite et rusée, ayant la main souple et le flair de chasseur qu'il fallait. Presque à chaque coup, elle ramenait des bêtes trompées et surprises par la lenteur ingénieuse de sa poursuite. Jean, maintenant, ne trouvait rien, mais il la suivait pas à pas, la frôlait, se penchait sur elle, simulait un grand désespoir de sa maladresse, voulait apprendre. « Oh, montrez-moi, disait-il, montrez-moi. » Puis, comme leurs 2 visages se reflétaient l'un contre l'autre, dans l'eau si claire dont les plantes noires du fond faisaient une glace limpide, Jean souriait à cette tête voisine qui le regardait d'en bas, et parfois, du bout des doigts, lui jetait un baiser qui semblait tomber dessus. « Ah, que vous êtes ennuyeux, disait la jeune femme. Mon cher, il ne faut jamais faire 2 choses à la fois. Il répondit. Je n'en fais qu'une. Je vous aime,
Elle se redressa et, d'un ton sérieux, « Voyons, qu'est-ce qui vous prend depuis 10 minutes? Avez-vous perdu la tête ?»« Non, je n'ai pas perdu la tête. Je vous aime. Et j'ose, enfin, vous le dire. » Ils étaient debout maintenant dans la mare salée qui les mouillait jusqu'aux mollets, et les mains ruisselantes, appuyées sur leurs filets, ils se regardaient au fond des yeux. Elle reprit d'un ton plaisant et contrarié. « Que vous êtes mal avisé de me parler de ça en ce moment. Ne pouviez-vous attendre un autre jour et ne pas me gâter ma pêche ?» Il murmura. « Pardon, mais je ne pouvais plus me taire. Je vous aime depuis longtemps. Aujourd'hui, vous m'avez grisé à me faire perdre la raison. » Alors, tout à coup, elle sembla en prendre son parti, se résigner à parler d'affaires et à renoncer au plaisir. « Asseyons-nous sur ce rocher, dit-elle, nous pourrons causer tranquillement. » Ils grimpèrent sur le roc un peu haut, et lorsqu'ils y furent installés, côte à côte, les pieds pendants, en plein soleil, elle reprit. « Mon cher ami, vous n'êtes plus un enfant, et je ne suis pas une jeune fille. Nous savons fort bien l'un et l'autre de quoi il s'agit, et nous pouvons peser toutes les conséquences de nos actes. Si vous vous décidez aujourd'hui à me déclarer votre amour, je suppose naturellement que vous désirez m'épouser. » Il ne s'attendait guère à cet exposé net de la situation, et il répondit niaisement. « Mais oui. »« En avez-vous parlé à votre père et à votre mère ?»« Non, je voulais savoir si vous m'accepteriez. » Elle lui tendit sa main encore mouillée, et comme il y mettait la sienne avec élan, « Moi, je veux bien, dit-elle. Je vous crois, bon et loyal, mais n'oubliez point que je ne voudrais pas déplaire à vos parents. » « Oh, pensez-vous que ma mère n'a rien prévu et qu'elle vous aimerait comme elle vous aime si elle ne désirait pas un mariage entre nous ?»« C'est vrai, je suis un peu troublé. » Ils se turent, et il s'étonnait, lui, au contraire, qu'elle fût si peu troublée, si raisonnable. Il s'attendait à des gentillesses galantes, à des refus qui disent oui, à toute une coquette comédie d'amour mêlée à la pêche, dans le clapotement de l'eau. Et c'était fini. Ils se sentaient liés, mariés, en 20 paroles. Ils n'avaient plus rien à se dire, puisqu'ils étaient d'accord. Et ils demeuraient maintenant un peu embarrassés tous deux de ce qui s'était passé, si vite, entre eux, un peu confus même, n'osant plus parler, n'osant plus pêcher, ne sachant que faire. La voix de Roland les sauva. « Par ici, les enfants. Venez voir Beausire. Il vide la mer, ce gaillard-là. » Le capitaine, en effet, faisait une pêche merveilleuse. Mouillé jusqu'aux reins, il allait de mare en mare, reconnaissant d'un seul coup d'œil les meilleures places et fouillant d'un mouvement lent et sûr de son lanet toutes les cavités cachées sous les varechs. Et les belles salicoques transparentes, d'un blond gris, frétillaient au fond de sa main quand il les prenait d'un geste sec pour les jeter dans sa hotte. Madame Rosémilly, surprise, ravie, ne le quitta plus, l'imitant de son mieux, oubliant presque sa promesse et Jean qui suivait, rêveur, pour se donner tout entière à cette joie enfantine de ramasser des bêtes sous les herbes flottantes. Roland s'écria tout à coup. « Tiens, Madame Roland qui nous rejoint !» Elle était restée d'abord seule avec Pierre sur la plage, car ils n'avaient envie ni l'un ni l'autre de s'amuser à courir dans les roches et à barboter dans les flaques. Et pourtant, ils hésitaient à demeurer ensemble. Elle avait peur de lui, et son fils avait peur d'elle et de lui-même, peur de sa cruauté qu'il ne maîtrisait point. Ils s'assirent donc, l'un près de l'autre, sur le galet, et tous deux, sous la chaleur du soleil, calmés par l'air marin, devant le vaste et doux horizon d'eau bleue moirée d'argent, pensaient en même temps. Comme il aurait fait bon ici, autrefois. Elle n'osait point parler à Pierre, sachant bien qu'il répondrait une dureté, et il n'osait pas parler à sa mère, sachant aussi que, malgré lui, il le ferait avec violence. Du bout de sa canne, il tourmentait les galets ronds, les remuait et les battait. Elle, les yeux vagues, avait pris entre ses doigts
3 ou 4 petits cailloux qu'elle faisait passer d'une main dans l'autre, d'un geste lent et machinal. Puis son regard indécis, qui errait devant elle, aperçut, au milieu des varechs, son fils Jean qui pêchait avec madame Rosémilly. Alors elle les suivit, épiant leurs mouvements, comprenant confusément, avec son instinct de mère, qu'ils ne causaient point comme tous les jours. Elle les vit se pencher côte à côte quand ils se regardaient dans l'eau, demeurer debout face à face quand ils interrogeaient leur cœur, puis grimper et s'asseoir sur le rocher pour s'engager l'un envers l'autre. Leur silhouette se détachait bien nette, semblait seule au milieu de l'horizon, prenait dans ce large espace de ciel, de mer, de falaise, quelque chose de grand et de symbolique. Pierre aussi les regardait, et un rire sec sortit brusquement de ses lèvres. Sans se tourner vers lui, madame Roland lui dit « Qu'est-ce que tu as donc ?» Il ricanait toujours. « Je m'instruis. J'apprends comment on se prépare à être cocu. » Elle eut un sursaut de colère, de révolte, choquée du mot, exaspérée de ce qu'elle croyait comprendre. « Pour qui dis-tu ça ?»« Pour Jean, parbleu. C'est très comique de les voir ainsi. » Elle murmura, d'une voix basse, tremblante d'émotion. « Oh, Pierre, que tu es cruel. Cette femme est la droiture même. Ton frère ne pourrait trouver mieux. » Il se mit à rire tout à fait, d'un rire voulu et saccadé. « Ha ha ha, la droiture même. Toutes les femmes sont la droiture même, et tous leurs maris sont cocus. Ha 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 !» Sans répondre, elle se leva, descendit vivement la pente de galets et, au risque de glisser, de tomber dans les trous cachés sous les herbes, de se casser la jambe ou le bras, elle s'en alla, courant presque, marchant à travers les mares, sans voir, tout droit devant elle, vers son autre fils. En le voyant approcher, Jean lui cria « Eh bien, maman, tu te décides ?» Sans répondre, elle lui saisit le bras, comme pour lui dire « Sauve-moi, défends-moi !» Il vit son trouble et, très surpris, « Comme tu es pâle, qu'est-ce que tu as ?» Elle balbutia. « J'ai failli tomber, j'ai eu peur sur ces roches. » Alors Jean la guida, la soutint, lui expliquant la pêche pour qu'elle y prît intérêt. Mais comme elle ne l'écoutait guère, et comme il éprouvait un besoin violent de se confier à quelqu'un, il l'entraîna plus loin, et, à voix basse, « Devine ce que j'ai fait. »« Mais, je ne sais pas. »« Devine. »« Je ne sais pas. »« Eh bien, j'ai dit à madame Rosémilly que je désirais l'épouser. » Elle ne répondit rien, ayant la tête bourdonnante, l'esprit en détresse au point de ne plus comprendre qu'à peine. Elle répéta « L'épouser ?»« Oui, ai-je bien fait ? Elle est charmante, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, charmante. Tu as bien fait. »« Alors, tu m'approuves ? » ?»« Oui, je t'approuve. »« Comme tu dis ça drôlement, on croirait que tu n'es pas contente. »« Mais oui, je suis contente. »« Bien vrai, bien vrai. » Et pour le lui prouver, elle le saisit à plein bras et l'embrassa à plein visage par grands baisers de mère. Puis, quand elle se fut essuyé les yeux, où des larmes étaient venues, elle aperçut là-bas, sur la plage, un corps étendu sur le ventre, comme un cadavre, la figure dans le galet. C'était l'autre, Pierre, qui songeait, désespéré. Alors elle emmena son petit Jean plus loin encore, tout près du flot, et ils parlèrent longtemps de ce mariage où se rattachait son cœur. La mer montant, les chassa vers les pêcheurs qu'ils rejoignirent, puis tout le monde regagna la côte. On réveilla Pierre, qui feignait de dormir, et le dîner fut très long, arrosé de beaucoup de vin. Merci pour votre écoute. Suite au prochain épisode. À bientôt.